et dire que des centaines de piétons insouciants sont passés sous cet échafaudage. Ils ne se doutaient certainement pas du risque qu'ils prenaient. C'est une rue apparemment calme de Bois-Colombes en région parisienne. Pourtant, le 12 décembre dernier, elle fut le théâtre d'un incident rare et inquiétant. Ce soir-là, Claude Micot est réveillé en pleine nuit par des bruits suspects. J'ai été réveillé par un bruit assez violent de battement de toile et comme il y avait un échafaudage juste en face de l'immeuble où je suis, j'ai vu que c'était les toiles de cet échafaudage qui battaient par le vent qui était très violent. À partir de ce moment-là, Claude Micot appelle pompiers et policiers, mais il décide aussi de filmer avec son caméscope. Rapidement sur les lieux, les forces de l'ordre bloquent la circulation et tentent d'amarrer l'échafaudage lorsque subitement... Cet échafaudage a cédé du haut. On peut penser que les amarrages du sommet n'étaient pas suffisamment nombreux. C'est donc un défaut de montage. Ensuite, il est patent qu'il y a un défaut de montage au niveau de l'installation de la bâche, de la toile qu'il recouvre. Là, on voit bien qu'elle n'a pas été installée conformément aux règles de l'art. Normalement, un échafaudage bâché de cette nature doit être amarré tous les 10 mètres carrés. Et il est vraisemblable que ce n'était pas le cas. Cet échafaudage-là se serait donc effondré parce qu'il était mal monté. Mais à propos, qui, en France, a le droit de construire un échafaudage? Aujourd'hui, n'importe qui peut monter un échafaudage, puisque la qualification professionnelle qui existe n'est pas requise la plupart du temps, n'est pas exigée, même pour les grands ouvrages. Résultat, ce sont plusieurs tonnes de métal qui se sont abattues sur le carrefour, pulvérisant plusieurs voitures. Heureusement, aucun blessé à déplorer. On a eu une part de chance que ça se passe à ce moment-là, effectivement. Si ça s'était passé en pleine journée et que les autorités ne soient pas prévenues, il passe des autobus, il passe des voitures, il y aurait pu y avoir un accident assez fort et peut-être des blessés et des morts, on ne sait pas. Et justement, les employés ont dû faire vite pour dégager la rue. Mais le travail n'était pas si simple. Voilà les employés de l'entreprise qui sont en train de démonter l'échafaudage au sol et par moment, ils sont même forcés de découper carrément à la scie circulaire pour pouvoir déblayer le plus possible. Le plus vite possible, enfin, ça a pris quand même une bonne matinée. Quant aux infortunés propriétaires des véhicules endommagés, une autre surprise les attendait. Pour l'anecdote, la police a verbalisé parce que ces voitures étaient en stationnement interdit. Mais cet événement n'a pas donné à Claude Micot la phobie des échafaudages. S'il y a beaucoup de vent, je ferai peut-être attention avant de passer sous un échafaudage, mais un échafaudage, dans l'ensemble, ça tient bien. Et rassurez-vous, cet accident-là relève de l'exceptionnel. Ce touriste trop audacieux n'est sûrement pas prêt d'oublier son face-à-face avec un bison. Mondialement célèbre pour ses geysers et pour ses animaux sauvages, le parc de Yellowstone aux États-Unis accueille chaque année près de 300 millions de visiteurs. Ces derniers peuvent approcher de très près les nombreux mammifères qui évoluent en liberté. On aime bien les animaux sauvages, on aime bien les photographier, et ici c'est un endroit vraiment idéal. Et justement, à seulement quelques mètres de Robert se trouve un impressionnant bison en train de paître paisiblement. Enhardi par l'apparente placidité du bovidé, quelques touristes s'approchent très près de lui. L'un d'eux, encore plus téméraire, fait quelques pas dans sa direction en s'abritant derrière un arbre. On a pu voir que le bison s'est mis à gratter le sol en soulevant plein de poussière. À ce moment-là, on a eu l'impression qu'il s'énervait. C'était vraiment effrayant et on se demandait ce que le bison allait faire par la suite. Et la réaction de l'animal ne se fait pas attendre. Il charge brutalement l'intrus, le projette dans les airs et s'éloigne de quelques mètres. Malgré la violence de l'assaut, l'homme se relève. Aussitôt, il est simplement choqué. Je pense que ça a été clair pour le bison. Comme pour tout animal sauvage, il a décidé de marquer son territoire, et c'est ce qu'il a fait. Après ce bref accès de mauvaise humeur, le bison a retrouvé son calme. Quant à l'imprudent visiteur, il est reparti indemne, mais il a juré qu'on ne l'y reprendrait plus. Un animal déchaîné de 800 kilos contre une frêle jeune femme. Un combat perdu d'avance, ou presque. Denise Luna est non seulement mannequin de charme, mais aussi cowgirl. Elle est l'une des rares femmes à faire partie du cercle très fermé des professionnels du rodéo. Sa spécialité, chevaucher des taureaux sauvages. Cette discipline s'appelle le bull riding. Ce qui m'excite, ce n'est pas de me mesurer à des hommes, c'est vraiment de me battre avec un animal. Je veux vaincre le taureau et remporter le prix.
Un challenge surprenant quand on regarde cette photo de magazine. 8 secondes pendant lesquelles il faut tenir sur le dos d'une bête de plus de 800 kilos. Et ce jour-là, Denise a échoué et ce fut douloureux. Quand je suis tombée, le taureau m'a donné un violent coup de sabot sur le pied qui s'est cassé immédiatement. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite car j'étais encore dans le feu de l'action. Il m'a fallu un court instant pour réaliser que j'avais le pied cassé et qu'il avait gagné la bataille. Denise est évacuée de l'arène et transportée à l'hôpital. Quelques mois plus tard, elle est de retour. Mais sa monture la désarçonne rapidement. Pourtant, la jeune femme ne lâche pas le câble qui tient le taureau malgré les ruades furieuses de l'animal. Et soudain, il la frappe au visage d'un coup de corne. Je me suis dit, oh mon Dieu, il m'a défigurée. J'étais désespérée et j'ai eu terriblement mal. J'ai pensé ma carrière de mannequin est terminée. Il a tout détruit. Et il m'a encorné sous le menton là où la chair est souple. Mais finalement, ce n'était pas si dramatique. Je me suis rétablie. C'était une blessure facile à soigner. La peau n'était pas trop abîmée. Ce n'était qu'une égratignure, mais j'ai quand même énormément souffert. Malgré ces 2 accidents successifs, Denise a conservé son mental de championne. Il ne faut jamais partir vaincu. On ne doit pas penser à l'échec quand on rentre dans l'arène. On doit toujours se dire qu'on va gagner et que lui, il va perdre. Depuis, Denise Luna a pris sa revanche sur les taureaux et poursuit parallèlement sa carrière de mannequin. À près de 200 km/h, percuter un quai de plein fouet, ça fait forcément mal, très mal. Nous sommes en Angleterre où se déroule une compétition motonautique. Le Grand Prix de Bristol est une des étapes du championnat du monde de Formule 1 inshore. Les bateaux lancés à 160 km/h viennent d'aborder le premier virage de la course devant un public très nombreux. Mais observez bien le bateau italien sur la gauche de votre écran. Brutalement, il quitte sa trajectoire et c'est la catastrophe. Au ralenti, on peut voir que l'embarcation se désintègre totalement en percutant le quai. Son réservoir d'essence est projeté à plusieurs mètres dans les airs, évitant de peu la foule massée sur le pont. Seuls les débris du bateau flottent à la surface de l'eau. Mais très vite, sous les regards abasourdis du public, le pilote Guido Capellini apparaît. Miraculeusement, il semble indemne malgré cet accident spectaculaire. Il s'extrait péniblement de l'amas de bois et de ferraille et surnage avec difficulté jusqu'à l'arrivée d'un premier sauveteur. Totalement sonné, il se laisse prendre en charge par ce dernier. Sur le bateau des secours, le pilote est examiné par un médecin, puis transporté vers l'hôpital le plus proche. Quelques heures plus tard, une équipe de télévision filme l'épave. La carrière du bateau italien est terminée, mais son pilote, Guido Capellini, a été par la suite 6 fois champion du monde. En 1999, le Grand Prix de Bristol a été annulé pour des raisons de sécurité. C'est un exploit incroyable, une cascade inouïe. Cet homme s'enfonce dans les entrailles de la Terre. Nous partons en Amérique centrale, à près de 500 km de la ville de Mexico. Là-bas, il y a la Sótano de las Golondrinas, plus connue sous le nom de Black Hole, un trou géant au milieu de la jungle tropicale. Large de 50 mètres et profond de 426 mètres, on pourrait facilement y dissimuler l'Empire State Building tout entier. Et c'est dans ce gouffre mythique qu'un cascadeur, B.G. Worth, a décidé de sauter en parachute. Une prouesse inédite qui nécessite des semaines de préparation et une logistique digne des plus grands tournages de films américains. Habitué à jouer les doublures, notamment dans les célèbres James Bond, B.G. va cette fois relever un défi très audacieux dans des conditions extrêmes. L'équipe technique, composée d'une vingtaine de personnes, a installé son camp totalement isolé de la civilisation. Pour accéder au Black Hole, il leur faudra tous les jours marcher plusieurs heures dans la montagne. B.G. Worth découvre pour la première fois cette ouverture béante creusée dans la roche. C'est donc à l'intérieur de cet orifice qu'il va devoir sauter. Mais pour remonter, il n'a qu'une solution, l'escalade. C'est pourquoi Reg Bridges, un expert en spéléologie, doit non seulement installer tout au long de la paroi vierge des pitons, mais surtout lui apprendre les rudiments de cette pratique. B.G. peut maintenant s'exercer en conditions réelles. Ses premiers essais se révèlent concluants, malgré une certaine appréhension, quelque peu légitime. Je n'ai jamais tenté de cascade aussi difficile que celle-là auparavant. C'est dangereux et je n'ai pas le droit à l'erreur. Tous les jours, je descends dans cette grotte et j'ai le cœur qui bat. Tous les jours, grâce à mon entraînement intensif, je suis de plus en plus rassuré. Mais c'est tout de même une étrange sensation, car je n'ai vraiment pas le droit à l'erreur.
Aujourd'hui, l'équipe doit effectuer un test pour déterminer précisément le nombre de secondes nécessaires à Bee-Gee pour ouvrir son parachute. Le principe, jeter un mannequin dont le poids est identique à celui du cascadeur et chronométrer sa chute libre. Au sol, le coordinateur de l'expédition dirige le pilote de l'hélicoptère afin qu'il se positionne correctement. Tout est parfaitement au point maintenant. C'est parti. Une chute vertigineuse de 426 mètres et une réception forcément fatale au mannequin qui n'avait pas de parachute. Au fond du gouffre, 2 membres de l'équipe récupèrent la doublure désarticulée. Le grand jour est arrivé. Au bord du précipice, l'équipe logistique descend avec précaution des caméras, indispensables pour immortaliser cette performance qui n'a jamais été tentée auparavant. Le cascadeur, très ému, serre dans ses bras ses assistants et se dirige vers l'hélicoptère qui va ensuite s'élever au-dessus du gouffre. Henry, le pilote de l'appareil, espère que le vent ne va pas se lever et que les conditions climatiques vont rester stables. Sur le patin de l'hélicoptère, un caméraman filme le début de l'aventure. 7 autres sont installés au bord et à l'intérieur du Black Hole. Tout le monde est prêt désormais. Bee-Gee Wars va pouvoir passer à l'action. Un dernier regard vers les sombres profondeurs, chacun est concentré, et c'est parti. Une sensation unique lors de cette chute libre de 90 mètres. Un saut parfait où tout se déroule comme au cours des répétitions jusqu'à l'ouverture du parachute. Le cascadeur peut enfin s'abandonner aux délices d'une mission réussie. Les 20 hommes de l'expédition peuvent à leur tour savourer leur victoire et laisser exploser leur joie. Ce travail d'équipe leur a permis de réaliser un reportage unique sur le plus grand gouffre du monde et sur sa conquête insolite. Il ne leur faudra qu'1 heure pour remonter les versants de la grotte. Une grotte qui, avec sa surface souterraine de 2,5 hectares, est un site mythique pour les spéléologues du monde entier. Mais cette fois-ci, le Black Hole a été vaincu par les airs. L'incroyable pari a été gagné. SOS Savane. Un éléphant est pris au piège. Sans aide, ses heures sont comptées. Nous sommes au Kenya, dans les plaines du Masai Mara. Lors d'un safari, un groupe de touristes est prévenu par des gardes kenyans chargés de la protection des animaux qu'un éléphant est coincé dans la boue. Monica Gouman fait partie des vacanciers. C'est elle qui a tourné ces images. On s'est rapproché le plus près possible. Mais on est resté près des véhicules. Car en tant que touristes, les gardes ne voulaient pas nous mettre en danger. Puis, Douglas Hamilton, un des gardes du parc, a vu qu'on filmait. Il nous a demandé si on prendrait le risque de s'approcher pour tout filmer, et on l'a fait. Cette éléphante de 3 tonnes, bien connue des locaux, est coincée dans la boue. Et si elle est prisonnière de ce bourbier, ce n'est pas par hasard. L'éléphant adore se rouler dans la boue parce que ça lui permet de se protéger au niveau de sa peau de tous les insectes qui viennent le picorer. Bien qu'il ait la peau très dure, ça lui donne une protection naturelle. Seulement voilà, cette baignade dure depuis 3 jours. Baptisée Laura, l'éléphante est fatiguée, déshydratée. Il faut donc agir très vite. La situation n'était pas très optimiste. Elle était même désespérée. Et on savait que si elle restait là encore une nuit, elle ne survivrait pas. Sans possibilité de se déplacer, il est condamné à court terme. Donc là, l'être humain doit intervenir. C'est ce qu'on voit sur ces images. Donc la difficulté est de trouver un moyen de dégager l'éléphant sans l'abîmer. Impossible de recourir au véhicule pour l'extraire, le terrain est trop meuble. Il faut donc l'énergie de toutes les forces humaines disponibles pour tenter de sortir Laura. Ils ont trouvé un moyen qui consiste à donner un appui antérieur à l'animal pour qu'il puisse soulager à ce moment l'arrière-train en prenant appui sur cette planche qu'ils mettent devant, et puis une corde qui passe derrière, qui contourne l'arrière-train de l'éléphant, de telle manière qu'ils peuvent quand même donner une certaine traction. Il peut prendre appui sur les antérieurs, et en même temps, il y a une traction à l'arrière qui se fait, ce qui fait que là, l'animal ne risque pas de s'abîmer. Une opération délicate, car l'éléphante est imprévisible. Dès qu'on s'approchait d'elle,
Elle nous repoussait avec sa trompe. Il peut y avoir éventuellement par rapport à l'animal un geste de défense qui consisterait à donner un coup de trompe, donc violent, et éventuellement même à attraper, essayer d'attraper une personne à proximité et la ramener vers lui et à ce moment-là écraser la personne. Alors que la nuit tombe, tout le monde est épuisé. Mais tous veulent continuer l'intervention. Ils sont près de 60 à tirer sur les cordes pour parvenir à libérer Laura. Dans un dernier effort, l'éléphante réussit à soulever ses pattes avant. Puis, ce sont les pattes arrière. Le sauvetage est réussi. Laura est maintenant libre et en bonne santé, grâce au courage de tous ces volontaires mobilisés. Quand Laura est sortie du trou, j'étais remplie d'émotions, de joie. C'était génial de la voir libre et marcher. Elle s'est levée, s'est éloignée et elle a jeté un coup d'œil vers nous. Puis elle est partie. Il a l'instinct de se retourner parce qu'effectivement, il va se souvenir. L'éléphant, on dit qu'il a une énorme mémoire et il a effectivement une énorme mémoire et il se retourne pour remercier toute l'équipe qui l'a sauvé. Et Laura peut remercier ses sauveteurs, car en la libérant de son piège de boue, ils ont épargné une deuxième vie. En effet, quelques mois plus tard, elle donnait naissance à un magnifique éléphanteau. Ils ne sont pas prêts d'oublier leur promenade romantique dans les airs et surtout pas leur atterrissage. Maureen et Steve Strafford, en vacances dans le New Hampshire, s'offrent une escapade insolite. Le survol de la région à bord d'un avion de tourisme. Décollage sans problème pour l'appareil, Steve s'est déjà emparé de sa caméra pour immortaliser cette balade. Un magnifique paysage s'offre à leurs yeux. Soudain, notre pilote a repéré un élan. L'avion dépasse l'animal avant que les passagers n'aient eu le temps de le distinguer. Le pilote n'hésite pas alors à faire pivoter son appareil pour effectuer un second passage au-dessus de l'élan. Mais soudain... Il a voulu faire demi-tour afin que nous puissions filmer l'élan. Il a essayé de le repérer sur le flanc de la montagne parce qu'il l'avait perdu de vue. Et là, on a été pris dans un courant d'air descendant. Ce courant nous a entraînés inexorablement vers le sol. L'avion perd de l'altitude malgré les efforts du pilote pour le redresser. Le crash est alors inévitable. Par bonheur, les 3 passagers sont indemnes, mais l'appareil, lui, est totalement détruit. Une perte de près de 500 000 francs qui n'affecte pas cependant les touristes. Devant l'épave de l'avion, ils continuent leur film souvenir. Quand on vole en Razmote, tout se joue au millimètre. Ce pilote est descendu trop bas, beaucoup trop bas. Nous sommes en Angleterre dans les années 70. Ce petit avion qui vole à basse altitude est utilisé par Richard Wyatt, un chroniqueur météo de la télévision, réputé pour ses rubriques burlesques. Abrité sous un parapluie, le reporter plaisante sur la chaleur suffocante qui touche exceptionnellement le pays. Après plusieurs tours d'essai, la séquence est filmée en direct quand soudain... L'appareil a heurté de plein fouet Richard Wyatt. Inconscient, il gît sur le sol. Affolé, ses collaborateurs se précipitent vers lui. Ils préviennent immédiatement les secours qui constatent avec soulagement que les jours du chroniqueur ne sont pas en danger, malgré des plaies profondes au front et à la mâchoire. Ce spectaculaire accident s'est déroulé sous les yeux de milliers de téléspectateurs. Et c'est pour les rassurer que quelques jours plus tard, un journaliste se rend à l'hôpital pour interviewer son confrère. Richard Wyatt se porte bien et n'a pas perdu son sens de l'humour. Je vous remercie de vous inquiéter pour moi. À part quelques égratignures et un œil au beurre noir, je m'en sors plutôt bien. Près de 30 ans plus tard, Richard est peut-être le seul homme à pouvoir raconter qu'il a été percuté par un avion. Il nous explique que malgré tout dans cet accident, il a eu de la chance. J'ai pris l'aile de plein fouet. Mais malgré tout, j'ai échappé au pire, car j'aurais pu avoir le crâne transpercé par les morceaux de métal qui dépassaient à divers endroits. L'avion a été réparé, puis a été à nouveau utilisé, mais avec un autre pilote aux commandes. Celui qui a été la cause de l'accident a renoncé à son activité. Et c'est donc avec un nouveau pilote que quelques mois plus tard, Richard a fait son baptême de l'air à bord de l'avion qui aurait pu lui coûter la vie. Aujourd'hui, il continue ses chroniques, mais dans des mises en scène moins périlleuses. Son incroyable mésaventure a toutefois marqué la mémoire des téléspectateurs d'outre-Manche. À vouloir aller trop vite, voilà ce qui peut arriver. Nous sommes le 13 août 1995 sur le circuit du Vigan, près de Poitiers, où se déroulent les épreuves du championnat de France de Superbike.
Ce jour-là, Philippe Mouchet, pilote d'une grosse écurie italienne, est le favori de l'épreuve. J'étais largement en tête du championnat de France. J'avais gagné les 4 précédentes courses. Donc, quand on sait qu'il y a 2 manches par course, j'avais gagné les 8 manches. Et là, c'était la 5e épreuve du championnat et j'avais fait le 2e temps aux essais. Donc j'étais très confiant. Trop confiant peut-être. Et c'est au bout de la ligne droite, l'un des endroits les plus techniques du circuit, que se produit la majorité des incidents de course. C'est un virage à droite qui se passe à peu près en seconde. Et on peut apercevoir le bac à gravier. Donc il y a un concurrent à louper son freinage. Il faut savoir qu'on arrive à peu près à 220-230 km/h au bout de cette ligne droite. Au 2e tour de course, alors qu'il était en 3e position, et à 200 km/h en bout de ligne droite, c'est la stupeur. Les freins de Philippe ne répondent plus. J'ai plus de frein, donc je traverse le bac à gravier à plus de 200 km/h et je tape dans le rail de sécurité. Sans frein et à cette vitesse-là, Philippe Mouchet doit réagir très vite. Quand je me suis aperçu que je ne pouvais pas prendre le virage et que je n'avais aucune échappatoire, j'ai décidé de sauter de la moto. On devait être à peu près à 200 à l'heure. Si j'étais resté sur la moto jusqu'à l'impact, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de soucis de santé. Et la moto était vraiment détruite, elle a littéralement explosé sous le choc. Les secours arrivent immédiatement sur les lieux de l'accident. Le diagnostic est plutôt rassurant. Philippe n'a que de simples fractures à la clavicule et au tibia. Il ne passe que quelques jours à l'hôpital. Néanmoins, cet accident l'éloigne des circuits. Suite à cet accident, je suis resté indisponible pendant 6 mois. Et j'ai repris la compétition 6 mois plus tard pour les 24 heures du Mans. Avec cette chute, c'est le titre et le championnat qui s'envolent. Un revers sportif pour Philippe, mais il est lucide et fataliste. J'ai pu visionner les images quelques temps après être sorti de l'hôpital et c'est vraiment là où j'ai accusé le coup. Sur le choc, bon, je me souviens plus très bien de l'impact, mais quand j'ai regardé les images, vraiment j'ai été très impressionné et je suis content de m'en être sorti. 5 ans après son accident, Philippe Mouchet a arrêté la compétition. Mais il n'a pas renoncé à son plaisir de piloter. Aujourd'hui, Philippe est au guidon des motos suiveuses sur les courses cyclistes. Des courses moins tumultueuses que celles du 13 août 1995. Un vol plané spectaculaire pour ce motard. À l'origine, une accélération incontrôlable. Une course de moto est organisée à Mâcon, une petite ville de Géorgie. Dans l'objectif de la caméra d'un spectateur, les concurrents s'affrontent sur un circuit fermé particulièrement accidenté. Alors que les pilotes franchissent aisément un monticule de terre, l'un d'entre eux, Randy Thomas, va brutalement surgir au-dessus de l'obstacle. Projeté dans les airs, il retombe lourdement, suivi de près par son engin. C'est au moment d'aborder le talus que la poignée d'accélérateur s'est bloquée, rendant sa moto incontrôlable. Malgré le choc, Randy se relève aussitôt. Il a du mal à réaliser qu'il n'a rien pendant quelques secondes. C'est vraiment mon pire accident. Et je n'ai même pas eu une égratignure. Je me suis redressé comme un ressort et j'ai vérifié que rien n'était cassé. C'était hallucinant. Et comme Randy a eu beaucoup de chance ce jour-là, sa passion pour le motocross est encore plus vive. Quotidiennement, il s'entraîne avec l'ambition de rejoindre peut-être un jour les stars de la discipline et de faire de son hobby un métier. J'adore la compétition, j'adore la moto et je vais continuer. Depuis, Randy a vécu d'autres péripéties, mais il sait que ce sont les risques du métier. Coup de tête en pleine mer ou parade amoureuse. Mais quelles sont les intentions de cet étrange animal ? Bertrand Loyer est cinéaste plongeur animalier. Il y a quelques mois, avec toute son équipe, il s'est rendu dans les îles de Tanna pour réaliser un documentaire sur un animal bien particulier, un dugong. Les dugons ne se comptent plus qu'à raison de 30 000 individus répartis entre Madagascar et la zone nord de la Nouvelle-Calédonie. C'est le seul mammifère marin exclusivement herbivore. Le dugong mesure pour les femelles qui sont plus grandes que les mâles jusqu'à 2,80 m. Les mâles atteignent au maximum 2,30 m, 2,40 m et pèsent environ jusqu'à 320 kg pour les individus les plus lourds, ce sont des femelles, et les mâles généralement 250 kg. Imposant donc, mais surtout cet animal est un grand timide. Le dugong, en règle générale, il ne cherche pas naturellement le contact avec l'homme. Dans le cas particulier de l'île de Tanna, le dugong, dans une baie très isolée, a eu depuis son très jeune âge contact avec les êtres humains. Cousin du Lamentin, ce dugong-là, précisément, est arrivé ici poussé par une tempête dans les années 80. Aujourd'hui, il est prisonnier de cette baie. Pour la quitter, il devrait affronter des courants trop forts et surtout une trop large zone sans nourriture.
Lors des premières plongées, Bertrand va être intrigué par des attitudes pour le moins surprenantes. Ce dugong n'avait jamais eu l'occasion, à part sa mère, de rencontrer des femelles de sa propre espèce. Les plongeurs ont été très vite assimilés à des femelles de son espèce, ou tout du moins un pis-aller capable d'essayer de satisfaire ses envies sexuelles. L'animal aimait beaucoup ce photographe parce qu'il l'a senti quelque peu peureux, quelque peu fébrile, et le dugong arrivait pas derrière lui, l'attrapait de ses deux nageoires pectorales et se mettait à lui brouter les cheveux. Un souvenir qui fait encore rire Bertrand. Mais y avait-il un risque? Il n'est pas réellement agressif, il est un peu chahuteur. C'est un peu la gesticulation adolescente d'un mâle qui essaie de s'affirmer beaucoup plus qu'une attaque. On ne peut pas dire s'il avait voulu vraiment attaquer, ça aurait fait beaucoup plus de mal que ça a fait. Mais ces démonstrations de force ne sont en réalité qu'une partie de sa ronde nuptiale. La parade sexuelle du dugong est assez particulière. Le mâle va nager après la femelle jusqu'à ce qu'elle soit complètement essoufflée. Et à ce moment-là, la femelle consent à s'accoupler. C'est un petit peu comme si sur les plages de France, tous les hommes couraient après les femmes et quand les femmes étaient épuisées, elles consentiraient à s'accoupler. Malheureusement, notre dugong ne connaîtra jamais les plaisirs de la chair, à moins qu'une nouvelle tempête ne pousse une congénère dans les eaux de la baie de Tana. Les gardes-côtes savent affronter les éléments déchaînés, mais dans ce sauvetage, il y avait un obstacle supplémentaire. La baie de San Diego, aux États-Unis, près de la frontière mexicaine, offre des spots très appréciés des surfeurs. Tous les jours, des dizaines d'amateurs se précipitent sur les plages à la recherche de la bonne vague. Mais aujourd'hui, deux gardes-côtes, Eric Mitch et Greg Buchanan, ont repéré au milieu des remous un surfeur en difficulté. Il avait perdu sa planche, car la corde qui les reliait s'était rompue. D'habitude, dans ce genre de situation, les surfeurs peuvent s'en sortir tout seuls. Mais lui, comme les vagues étaient énormes, il n'y arrivait pas. Il était poussé de plus en plus vers les rochers. Filmé par un touriste qui surplombe la scène, le jeune homme ne parvient pas, malgré ses efforts, à s'éloigner des récifs. Je suis descendu sur les rochers pour essayer de lui parler, pour voir ce qui se passait exactement. C'était un bon nageur, mais il m'a crié qu'il était à bout de force. Je n'avais plus qu'une chose à faire, me jeter à l'eau. Eric Mitch nage péniblement en direction de la victime. Mais les courants sont tellement forts qu'il a du mal à la saisir et à la maintenir hors de l'eau. Il lui est impossible de l'entraîner vers le large. Après plusieurs tentatives, je me suis senti fatigué et j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de le sortir de là. Alors on a décidé d'escalader les rochers et d'attendre d'autres secours. Les deux hommes parviennent à se réfugier sur le rivage. Ils sont maintenant à l'abri des vagues, mais totalement coincés. Au-dessus d'eux, Greg leur explique la suite des opérations. On savait que ça allait être un sauvetage délicat. Le sauvetage en mer s'était transformé en sauvetage sur terre. Il fallait donc plus de bras et un autre type de matériel. Les véhicules des gardes-côtes arrivent en renfort et Greg peut alors s'équiper d'un harnais de sécurité relié à une grue. L'ampleur des moyens déployés a attiré la curiosité de nombreux touristes. Le sauveteur descend alors la falaise en rappel et rapidement peut récupérer le surfeur. Puis, il repart par la même voie et remonte cette fois en compagnie de son confrère. Les trois hommes sont désormais en sécurité et le surfeur malchanceux peut chaleureusement remercier ses sauveteurs. Malgré sa bonne condition physique et son expérience, la mer a bien failli ce jour-là être la plus forte. Nous sommes à Houston, au Texas, dans les années 70. Un train de marchandises transportant des produits chimiques inflammables vient de dérailler hors de la ville. Une épaisse fumée noire se propage dans le ciel alors que les pompiers sont engagés dans la bataille. L'incendie, c'est l'intervention la plus périlleuse. Et encore en plus, quand il s'agit d'hydrocarbures ou de transport de matières dangereuses, là, c'est vraiment l'intervention la plus risquée pour les sapeurs-pompiers. Surtout qu'à cette époque, non seulement les équipements des pompiers étaient nettement moins performants, mais leur technique était beaucoup plus restreinte. Elle se résumait à arroser d'eau les flammes. Aujourd'hui, les moyens sont tout autres. Par rapport aux années 70, les moyens mis à disposition des sapeurs-pompiers ont beaucoup évolué. Surtout les agents extincteurs, parce que pour ce type de feu,
hein, avec des hydrocarbures. Il faut faire une extinction à la mousse, puisque ça ne sert à rien de projeter de l'eau si ce n'est en protection des alentours. On n'arrive pas à éteindre seulement avec de l'eau. Donc il va falloir créer de la mousse. Impossible à l'époque. Les pompiers frustrés avouaient alors leur impuissance. On ne peut que laisser brûler, on n'a rien pour éteindre. Témoin de la scène, un caméraman filme ces instants qu'il n'est pas prêt d'oublier. En effet, Bob Brandon et les pompiers n'imaginent pas une minute qu'ils se tiennent à proximité d'une bombe à retardement. Car voilà, tout à coup, sans aucun signe annonciateur, c'est l'explosion. J'étais bouche bée d'avoir cette explosion sur pellicule. Puis j'ai été terrifié lorsque j'ai été projeté à plus de 9 mètres dans les airs. J'ai rassemblé ma caméra, la batterie, le micro, puis je me suis remis à filmer les pompiers qu'on installait dans les ambulances. Bien que grièvement brûlé, le pompier qui était sur l'échelle parvient à rejoindre ses coéquipiers. On voit la force du souffle, hein, et puis les dégâts faits par la chaleur, puisque la moitié de sa tenue d'intervention est brûlée ou en lambeaux. Et donc, bien sûr, en dessous, il est brûlé sans doute au moins au 2e degré. 56 pompiers et journalistes ont été blessés pendant cet accident. Mais ce qui est incroyable, c'est que malgré ses blessures, Bob a continué de filmer. C'est trompeur parce que les brûlures, avec le stress, c'est pas forcément dans les premières minutes que ça fait le plus souffrir. Même des fois, le stress, il arrive presque à effacer une partie de la douleur. En revanche, ce qui est très dur, c'est plusieurs heures après, et les risques en plus d'infection, et surtout les jours qui vont suivre, parce qu'il faut savoir que c'est très douloureux et très long à guérir. Mais aujourd'hui, pour affronter un pareil sinistre, les pompiers sont-ils mieux protégés ? On ne peut pas imaginer qu'on réduit à zéro le risque de brûlure dans une explosion de cette nature, ça ne serait pas raisonnable. En revanche, oui, avec les équipements de protection, notamment la veste, le surpantalon, on peut réduire l'effet des brûlures. Mais surtout, lorsqu'on attaque un feu d'hydrocarbures, on met en plus une combinaison d'approche qui, elle, est beaucoup plus protectrice que les vêtements qu'on porte sur les interventions courantes. Dans les années 70, les pompiers ne possédaient pas ce type de protection. Les risques étaient donc énormes. 30 ans plus tard, autre époque, autre méthode, autre moyen. Aujourd'hui, cet accident aurait sans doute été évité. Pour s'évader d'une telle prison, il faudra à ce daim beaucoup plus que son instinct de survie. Il est très tard et Cameron Earl, un vacancier, s'apprête à se coucher quand il est alerté par des bruits étranges. Il prévient ses amis et s'empare de sa caméra. L'objectif de cette dernière localise un daim coincé dans la clôture de la propriété. Cameron se rapproche de la malheureuse bête qui, malgré ses efforts désespérés, ne parvient pas à se dégager. Lorsque j'étais à côté de lui, j'ai pas su quoi faire. Je ne comprenais pas comment cela avait pu arriver. Il n'arrêtait pas de gesticuler et ses poils étaient arrachés par les barreaux. On avait l'impression qu'il souffrait. J'étais inquiet. J'ai tendu la main et j'ai essayé de le calmer et de lui parler. Mais le daim est encore plus terrorisé par la présence humaine et continue à se débattre de plus belle. Cameron et ses amis se concertent et élaborent un plan pour le sortir de son piège. Leur idée est simple mais difficile à mettre en œuvre. Il faut faire reculer l'animal. Mon frère Cameron et Matt, un ami, ont plaqué l'animal au sol pour l'empêcher de sauter dans tous les sens. Ça a été un sacré boulot car il avait une force incroyable. Il a donc fallu s'y mettre à plusieurs. Heureusement, des voisins sont arrivés et en s'y mettant à 2 devant et 2 derrière, on a essayé de le pousser. Ça aurait pu marcher, mais il était tellement coincé qu'on n'arrivait pas à le pousser. Impossible de libérer l'animal simplement. Il va donc falloir trouver une autre solution. Scier les barreaux de la clôture. Pendant que plusieurs personnes rassemblent toutes leurs forces pour maintenir le daim à terre, l'une d'entre elles s'active sur la barrière. Épuisé de fatigue, l'animal semble se résigner. Après 1 heure d'effort sans relâche, le barreau cède. Il faut maintenant l'écarter suffisamment pour laisser le passage au corps du cervidé. Un dernier effort et l'animal est enfin libre à la grande satisfaction de ses nombreux sauveteurs qui explosent de joie. On s'est tous mis à crier tellement on était contents de le voir s'en aller. Toute l'année, on habite en ville et on n'a pas vraiment l'occasion d'approcher des dents, encore moins de les toucher. C'était incroyable. Ça nous a fait vraiment plaisir de pouvoir le sortir de là. Un sauvetage qui méritait bien de se donner du mal et de passer une nuit blanche. Pour gagner quelques précieuses secondes et pour monter sur le podium, ces pilotes étaient prêts à tout, même à ça.
Monaco, son port, sa baie et tous les ans son Grand Prix de Formule 1. Moins connu mais aussi attendu chaque année, en octobre se déroule la Monaco Kart Cup, une compétition où l'élite du karting se retrouve. C'est un grand rendez-vous de kart parce que ce sont des invitations qui sont envoyées aux meilleurs pilotes connus et reconnus par la Fédération internationale de karting. Cette année, un supporter de marque, Mika Hakkinen, champion du monde de Formule 1, est venu encourager les champions en herbe. Tous ont donc à cœur de briller, tous rêvent de la même chose. La destinée de ces jeunes pilotes est effectivement de participer à des formules monoplaces ou éventuellement la Formule 1 qui est pour eux l'apothéose d'une carrière. Et pour se faire remarquer, ces juniors prennent tous les risques, toujours à la limite de la faute. En junior, oui, on peut dire que c'est tout le temps à fond, parce que c'est la catégorie la plus jeune et les jeunes, ils n'ont pas encore tout le mental, donc ils veulent tout le temps gagner. Et à trop vouloir gagner, à trop vouloir foncer, voilà ce qui se produit. C'est un endroit du circuit qui est pratiquement le plus rapide puisque nous atteignons à cet endroit-là entre 120 et 130 km/h. Donc vous vous rendez compte de la violence du choc puisque en dehors des 2 ou 3 tête à queue successifs, le pilote qui est entre les 2 autres est éjecté et se retrouve sur le kart du pilote précédent. Projectile à 4 roues, ces karts sont littéralement partis en toupie. Les pilotes sont tous partis en pneus, comme vous le voyez ici, slick, c'est-à-dire absolument lisses, pour avoir une meilleure adhérence. Il est certain que si vous mettez une couche d'eau entre le sol et ce pneumatique, il n'y a plus aucune adhérence. Et à 2 tours de la fin, il a commencé à pleuvoir. Donc avec les pneus slicks sur la pluie, c'est pas vraiment facile. Donc c'est pour ça qu'ils sont partis en tête à queue. Malheureusement, sur notre circuit, il y a une petite descente de 2 mètres de haut. Et pour éviter que les pilotes ne tombent dans ce trou, on a mis des protections de 1,40 m de haut, dont le lest est réalisé avec de l'eau. Ce qui fait que lorsque le premier pilote va heurter la protection, l'eau va se répandre et donc va se superposer à l'humidité déjà ambiante. Bilan, aucun pilote n'a été sérieusement blessé. On s'en sort bien parce qu'on aurait pu avoir des blessures plus importantes, d'autant plus qu'on se trouve dans l'échappatoire. Les pilotes rentrent dans l'échappatoire. Ils auraient pu être projetés un petit peu plus haut, un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche. Donc je crois qu'encore la chance nous a aidés. Fougue, talent et dextérité au volant. Autant de qualités requises en sport mécanique sans parler de la chance. Ces 3 pilotes-là n'en ont pas manqué. Descente infernale et tonneaux en série. Il ne suffit pas d'avoir un 4x4 pour être pilote de rallye. Hollister Hills, au nord de la Californie, un rendez-vous incontournable pour les aventuriers du dimanche. Tous les week-ends, des amateurs de 4x4 se retrouvent sur ce terrain particulièrement accidenté. Aujourd'hui, Jerry Richard filme avec sa caméra les prouesses sportives de ses camarades. J'avais amené ma caméra pour garder un souvenir de notre escapade. On vit plein d'aventures, on fait plein de choses tous ensemble, et quand on rentre chez nous, on aime bien revoir nos exploits. Ronnie et Mike, au volant de leur voiture, se lancent à l'assaut de cette colline particulièrement abrupte. La piste est sablonneuse et l'ascension très difficile. Le conducteur accélère pour franchir les derniers mètres qui le séparent du sommet, mais ses roues patinent. Il manœuvre pour essayer de dégager son véhicule, mais en vain. Malgré ses efforts, le 4x4 part en arrière, dévale la pente de plus en plus rapidement et devient incontrôlable. Après avoir heurté les arbustes du bas-côté, il part en tonneau et se retourne 3 fois avant de s'immobiliser sur le flanc, presque totalement désintégré. Le passager, Ronnie, a été éjecté à la dernière minute. Simplement étourdi, il se relève très vite. Il faudra quelques secondes à Mike, le conducteur, pour s'extraire de l'épave. Je me disais, il faut que ça s'arrête et vite, mais c'est devenu pire. Le dernier tonneau a vraiment été épouvantable. C'est incroyable. Je ne pensais pas que le corps humain pouvait subir un tel choc et se relever aussitôt. Ils ont eu beaucoup de chance de s'en sortir aussi bien. Plus de peur que de mal pour ces 2 amateurs qui avaient négligé de boucler leur ceinture de sécurité. Cet avion qui atterrit ne décollera plus jamais. Ce n'est pourtant pas un crash ordinaire, cet accident est programmé. Nous sommes en 1984, en plein désert américain sur la base d'Edwards. La NASA réalise un crash test. Objectif, tester un nouveau carburant. Un carburant ininflammable. Le but de l'expérience, c'était de valider le carburant non inflammable, mais également d'en tirer tous les enseignements possibles sur le comportement des sièges de l'avion, de la cabine et de la cellule en général.
Pour cette première dans l'histoire de l'aviation civile, les Américains ont vu les choses en grand et ont tout prévu. La NASA et la FAA avaient récupéré un avion et l'avaient équipé d'un système de radiocommande similaire à celui qu'on peut en avoir en aéromodélisme. Dans la cabine, les expérimentateurs avaient disposé 73 mannequins, une dizaine de caméras à très haute vitesse, ainsi que de nombreuses caméras autour du lieu de l'expérience. Vous l'aurez compris, l'avion doit s'écraser mais ne doit pas s'enflammer. Pourtant, la réalité est bien différente. Il y avait tout un dispositif dans la zone de crash, des pics qui devaient littéralement déchiqueter la voilure pour permettre au carburant de s'écouler, puisque normalement un avion qui se pose même sur ses ailes, même sur ses réacteurs directement, n'explose pas. Et on voit bien ici ce qui se passe. Ils ont même déchiqueté un réacteur, libérant le carburant, qui s'est enflammé immédiatement. Premier responsable donc de cet échec, le carburant lui-même. Ce carburant, suite à cette expérience, n'a pas été mis en service puisqu'il présentait d'autres problèmes de fiabilité moteur. Et donc les bénéfices qu'on pouvait en attendre n'avaient pas été établis par l'expérience. Ce sont donc des centaines de millions de francs partis en fumée. Cette lourde perte a refroidi la NASA. C'est un cas unique. Ouais. Depuis, les tests se font séparément et pas grandeur nature. Parce que, bien sûr, il y a une raison de coût. Bien que ce soit un avion en fin de vie, il avait effectivement une valeur encore élevée. C'est une expérience coûteuse et onéreuse qui a été conduite ici. Le coût de cet avion peut être estimé environ à 200 millions de francs de l'époque. Seul point positif, et il n'est pas des moindres, cette expérience a permis de valider un certain nombre d'autres choses. En particulier, il y avait des sièges spécifiques à l'intérieur qui sont aujourd'hui en vigueur dans l'aviation civile. Ce crash test aura donc prouvé la solidité de ces sièges. Mais cette première sera finalement une dernière. Suite à cet échec, qui a fait l'effet d'une bombe, aucune compagnie n'a osé réitérer ce type d'expérience. Plan serré sur un homme soumis à un choc d'une violence inouïe et ce n'est pas du cinéma. Depuis les années 50, les constructeurs automobiles ont une priorité, améliorer la sécurité des véhicules. Pour cela, ils effectuent des crash tests qui leur permettent de reconstituer la plupart des situations accidentelles réelles et d'étudier leurs conséquences sur les voitures et leurs occupants. Chacun de ces essais est photographié et filmé. Des centaines d'engins motorisés sont sacrifiés chaque année, ainsi que des milliers de mannequins simulant des êtres humains. Simplement fabriqués avec du fil de fer et de la paille enrobée de tissu à leur début, ils sont aujourd'hui de plus en plus sophistiqués et équipés de capteurs sensoriels. Mais dans les années 60, avant cette avancée technologique, un scientifique britannique, comme certains de ses confrères, a volontairement servi de cobaye pour des tests de choc. Il n'a pas hésité à soumettre son propre corps à des conditions extrêmes afin de faire progresser ses recherches sur la mise au point de parades et de protection. C'est vers 1962 que j'ai commencé à être volontaire. Je n'avais pas trouvé d'autre moyen pour analyser ce que le corps pouvait endurer. C'était la seule méthode pour nous permettre de concevoir des mannequins le plus proche possible des êtres humains et d'optimiser les normes de sécurité des voitures. Paradoxalement, son pire souvenir, c'est au cours d'un crash test effectué dans une voiture roulant très lentement. Je devais rentrer dans un mur à 30 km/h. Et ce jour-là, j'ai bien cru que ma tête allait s'arracher de mes épaules. Vous n'avez aucun moyen de vous accrocher au volant à 30 km/h. Vous n'êtes pas assez fort. Aujourd'hui, plus de cobayes. Les mannequins actuels sont tellement perfectionnés que grâce à eux, les effets de choc sont analysés au centimètre près et la sécurité progresse de plus en plus. Opération Tortue Espion. Sur le dos de ces tortues géantes, un émetteur pour tout savoir, tout connaître de cette espèce menacée d'extinction. 200 millions d'années qu'elles nagent en Méditerranée. Les tortues géantes ont survécu aux dinosaures, à la glaciation, aux éruptions volcaniques, aux guerres mondiales, pour aujourd'hui représenter une population de quelques centaines de milliers de têtes. Des têtes en danger de mort. Ça, c'est le principal problème, celui qu'on déplore le plus fréquemment. Les carapaces brisées par des bateaux qui les fauchent lorsqu'elles remontent à la surface pour respirer. Ou encore des tortues prises dans les filets des pêcheurs et qui meurent asphyxiées. Sans parler de la pollution. Et enfin, des bêtes qui ingurgitent tout et n'importe quoi, déversées par des inconscients. Regardez tout ce qu'on a trouvé dans leur estomac. Avec tout ça, vous avez une espèce en voie de disparition, surtout en Méditerranée. Alors, pour essayer de protéger et de sauver ces tortues géantes de Méditerranée, l'Italie s'est dotée de l'Aquario, un centre unique au monde financé par des fonds privés. À Naples,
l'Aquario accueille depuis 1983 des tortues agonisantes, blessées ou orphelines. Là, vous êtes au sous-sol de l'Aquario. On l'a surnommé l'hôpital. Ici, on soigne et on prend en charge des tortues malades. Tous les ans, que ce soit en France, en Grèce, en Espagne ou en Turquie, 6000 tortues au total sont blessées. À Naples, elles sont alors suivies médicalement. Cela va du traitement local à la radioscopie, en passant par le scanner, pour terminer dans les cas extrêmes par l'intervention chirurgicale. Et attention, les vétérinaires pour opérer ont à leur disposition le top de la technologie médicale. C'est une intervention réalisée à l'aide d'une caméra qui permet avec précision de repérer les dommages. C'est la première fois qu'on explore l'estomac d'une tortue. Celle-là avait avalé une corde. Elle serait morte étouffée sans ces soins. Cette tortue se remettra sans aucune difficulté de son passage sur la table d'opération. Une table sur laquelle repose maintenant Pergy. Pergy, c'est la vedette de l'Aquario. Elle est arrivée dans un état désastreux, la patte sectionnée. Mais ce n'était pas tout. On a fait des radios et on a découvert un hameçon dans son tube digestif. On a donc dû lui ouvrir la gorge et on est allé jusqu'à l'œsophage pour lui enlever cette horreur. Bien évidemment, on l'a endormie. Et c'est ça qui est intéressant. C'était une première et ça a marché. Non seulement Pergy est sauvé, mais les vétérinaires lui ont évité l'amputation. Après quelques semaines de rééducation dans les bassins d'eau chaude, Pergy est totalement remise. Il est alors temps de retrouver la mer. Car voilà, la vocation de ce centre est de rétablir, remettre en forme exclusivement. Enfermé dans une caisse, le temps du voyage, Pergy est alors transporté jusqu'à Stromboli, une île volcanique peu polluée, idéale pour relâcher une tortue. Mais avant, dernière intervention. On a décidé de suivre le parcours de ces tortues. On a donc décidé de les marquer, mais pas seulement par une bague. Non, il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est cela, un émetteur radio satellite posé sur la carapace de Pergy et de ses copines. Rassurez-vous, les tortues ne sentent rien. Pas question de trou. On prépare la carapace, on l'enduit de résine spéciale, c'est tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'en quelques années, le système s'est énormément miniaturisé. Maintenant, une balise Argos fait la taille d'un téléphone portable à peu près. Donc ça peut être posé sur une carapace de tortue marine sans occasionner de fortes gênes pour l'animal. Cet émetteur, à chaque remontée à la surface de l'animal, va émettre un signal qui délivrera de précieuses informations sur son mode de vie. On ne sait pas grand-chose sur ces tortues. Désormais, on peut élaborer des programmes pour mieux les préserver. La balise Argos est fixée, prête à émettre pour 6 mois. Pergy, elle, va désormais regagner son élément naturel. Bien sûr, au moment de les relâcher, en particulier celles qu'on a traitées pendant plusieurs mois, il y a un grand moment d'émotion. C'est dur de les voir s'en aller et de se dire qu'on ne les verra peut-être plus jamais. Tous les ans, plusieurs dizaines de tortues marines de Méditerranée, ainsi équipées, sont relâchées au sud de l'Italie. Leur itinéraire a été minutieusement suivi. Italie, Grèce, Crète, Turquie, Libye, au total 2600 km en 7 mois, à la vitesse d'1 km/h. Aujourd'hui, Pergy est au milieu de la Grande Bleue et l'on a régulièrement de ses nouvelles. Actuellement, elle se porte comme un charme et vous salue bien. Incroyable, un varan sur la terrasse de votre maison. Du jamais vu et pourtant. Voici une propriété située idéalement sur la rive d'un lac en Floride. Mais dans ce cadre enchanteur, Shannon et Rob Bowman sont confrontés à une situation invraisemblable. Pensez-vous que vous prendriez au sérieux quelqu'un qui vous raconte qu'il a un descendant de dragon de Komodo comme locataire, carrément installé dans votre maison? Ce n'est pas du tout évident. Pour montrer qu'elle n'est pas sujette à des hallucinations, Shannon décide de filmer l'intrus. Elle a repéré qu'il affectionnait l'espace situé sous les piliers de la terrasse. Il y a même creusé plusieurs galeries dont il s'échappe de plus en plus souvent pour se chauffer au soleil juste sous son nez. Ce qui m'a le plus surprise, ce sont les moments où nous étions face à face, simplement séparés par une porte vitrée. Il savait que je le regardais.
Chaque jour, Shannon filme l'animal qui prend de plus en plus d'assurance. Il est désormais chez lui, contraignant les propriétaires à garder leur chien à l'intérieur. Il n'hésite pas à s'attaquer aux canards qui peuplent le lac. Pour mettre un terme à cette situation très désagréable, les Bowman font appel à un spécialiste. Ce dernier bloque toutes les issues du varan, sauf une resserrée par un tuyau. C'est là que Rob dépose des morceaux de viande. Dès que l'animal s'engagera dans le tube en plastique, celui-ci se fermera à chaque extrémité grâce à un ingénieux système. Quand j'ai entendu les trappes se refermer, j'ai explosé de joie. J'ai dansé, j'ai tout de suite appelé mon mari en criant « On l'a eu, ce satané lézard !» La maudite bête est sortie de son piège pour être directement enfermée dans une solide cage. Et cette privation de liberté n'est pas du tout de son goût. Toutes les télévisions locales se sont déplacées pour filmer cette capture insolite. Shannon et Rob Bowman ont pu retrouver leur tranquillité et le varan, lui, a été transporté dans un zoo. Numéro d'équilibriste sur 4 roues. Ce pilote-là avait une chance sur 1 million de terminer sa folle série de tonneaux dans cette position. Nous sommes le 23 octobre 1999 sur le circuit de Vallelunga. C'est la 11e épreuve du championnat de l'Italian Megane Cup. C'est toujours, je veux dire, une nouvelle histoire, parce qu'il y a toujours de plus en plus de crash. C'est vraiment très très spectaculaire, quoi. Ça se bourre dedans, ça s'éjecte à plus de 200 km/h. C'est vraiment la grosse folie, quoi. Didier Mortelette est un passionné de compétition automobile. Ce jour-là, il est dans les tribunes pour suivre tout particulièrement la course de son ami, Angelo Ferrazzano, pilote amateur. Les 22 voitures qui viennent de s'élancer sont toutes identiques. Même moteur, même vitesse, même carrosserie. La différence se fait donc au niveau du pilotage. Il faut prendre le maximum de risques, toujours à la limite de la sortie de piste. Malheureusement pour moi, au premier tour, ma voiture a dérapé et ça a été le gros crash. Et c'est ainsi qu'à la sortie d'un virage et à plus de 200 km/h, Angelo perd le contrôle de son véhicule. Je me suis demandé quand les tonneaux allaient s'arrêter parce que, en fait, quand ça vous arrive, on compte 1 tonneau, 2 tonneaux, 3 tonneaux et puis on voit que ça ne s'arrête plus et on se demande où est-ce qu'on va finir. En effet, après 7 tonneaux, et c'est incroyable, Angelo va terminer sa folle embardée entre 2 rails de sécurité. Impossible à réaliser délibérément. Et si Angelo y est parvenu, c'est grâce à la présence d'un 2e rail sur la piste. Il y avait un autre rail qui était mis à environ 1,50 m pour protéger l'autre partie du circuit, ce qui fait que la voiture s'est retrouvée sur les 2 rails de sécurité. Angelo s'en sort car à cet endroit précis du circuit, il y a une épingle à cheveux, ce qui explique la présence du 2e rail. Pour lui, cet accident n'est pas dû à une erreur de pilotage. En fait, les pneus étaient encore froids au premier tour et le virage est particulièrement difficile à pratiquer. Et le véhicule est donc parti en glissade et a quitté sa trajectoire pour aller réaccrocher dans la surface qui est plus abrasive du circuit et là, le crash est arrivé. Mais après cet accident spectaculaire, pas question pour Angelo d'arrêter la compétition. Sa carrière est loin d'être terminée. J'ai continué la fin de la saison et cette année, je recommence le championnat et c'est reparti. Tout en haut de cet immeuble en feu, ce pompier découvre qu'il a 3 vies à sauver. Un incendie ravage le dernier étage d'un immeuble de Manhattan. De hautes flammes jaillissent du toit et une épaisse fumée s'élève au-dessus de l'édifice. Une brigade de pompiers est déjà sur place pour circonscrire le sinistre et évacuer au plus vite les derniers occupants de l'immeuble. De nombreux débris tombaient du toit et le vent ne parvenait pas à dissiper la fumée. On pouvait se retrouver à tout moment environné par elle et être totalement aveuglé. Et alors que la fumée est de plus en plus dense, un pompier au sommet de la grande échelle parvient à la hauteur d'une jeune femme coincée au 10e étage avec ses 2 enfants. Lorsque vous êtes à 30 mètres de hauteur et que quelqu'un vous tend des bébés de 6 mois, vous les recevez comme s'ils étaient les êtres les plus précieux au monde. Votre tension est au maximum. De plus, lorsqu'on est en équilibre à une telle hauteur, on doit être 10 fois plus vigilant. Regardez, il tend le premier bébé à un autre pompier et il va refaire exactement la même chose. Il remonte, gravit à nouveau l'échelle, s'accroche et attrape le 2e enfant. Il ne pense alors qu'à le serrer très fort dans ses bras.
Après avoir confié ses enfants au sauveteur, la mère prend la précaution de jeter 2 petits pulls par la fenêtre pour que les bébés n'aient pas froid. Quelques instants plus tard, elle sera évacuée à son tour et rejoindra ses jumeaux. Ces derniers dorment paisiblement dans les bras des pompiers comme si de rien n'était. Quelques jours plus tard, les caméras de télévision filment les retrouvailles de la petite famille et de ses sauveteurs. J'ai vraiment songé pendant quelques instants qu'on ne se sortirait pas de ce terrible incendie. Je n'ai jamais vécu une situation aussi dramatique. Ces 2 hommes ont été d'un tel réconfort. Ils m'ont calmée et je n'ai pas hésité une seconde à leur confier mes jumeaux. Ils ont été formidables. Ce devait être le clou du spectacle, mais le cheval en a décidé autrement. Nous sommes dans le New Hampshire. Cavalière confirmée, Julia Webb est propriétaire de plusieurs chevaux. Aujourd'hui, c'est avec sa jument Princesse qu'elle participe à un concours d'équitation. Avant le début de l'épreuve, Julia et sa monture font quelques tours dans le paddock pour s'échauffer. Quand soudain, le cheval a subitement baissé l'encolure puis s'est cabré, désarçonnant la jeune femme qui perd sa bombe et tombe la tête la première. Julia reste étendue sur le sol et met quelques secondes à recouvrer ses esprits. Malgré la brutalité de sa chute, elle ne s'est pas blessée, au grand soulagement de son entourage. Très vite, elle se remet en selle et reprend l'entraînement. Le week-end suivant, Julia, filmée ici par une amie, est l'une des vedettes d'un spectacle équestre amateur sur le thème des 1001 nuits. Montée sur Elbana, son cheval arabe, elle s'est particulièrement distinguée tout au long de l'exhibition et s'apprête à faire un dernier tour d'honneur avant de regagner l'écurie. Elle lance son cheval au galop, mais soudain, l'ami de Julia coupe sa caméra et se précipite vers elle. En revisionnant ces images au ralenti, on réalise combien le choc a été violent. Cette fois, Julia ne se relève pas. Inconsciente, elle est transportée à l'hôpital où elle séjournera de longues semaines avec de nombreuses fractures. Elle nous explique aujourd'hui ce qui s'est passé. J'avais entamé mon tour d'honneur et j'ai réalisé que j'allais beaucoup trop vite en me rapprochant des gradins. J'ai essayé de ralentir mon cheval, mais lui savait qu'il allait bientôt regagner son box, où il pourrait enfin se reposer. Il a alors décidé que tout ça, c'était terminé. Il s'est ainsi brutalement penché sur la droite et j'ai été projetée contre la barrière qui a carrément volé en éclats. 2 terribles chutes et seulement à quelques jours d'écart. Et malgré tout, Julia n'a pas cessé de pratiquer l'équitation. Et dire que ce ne devait être qu'une intervention de routine, un simple câble électrique à sectionner, bref, rien de très foudroyant. Et pourtant... Nous sommes à Charlotte, en Caroline du Nord. Une tempête hivernale vient de traverser la région. Des dizaines de lignes électriques sont à terre et des incendies se déclarent un peu partout, comme ici, entre 2 maisons. Les pompiers entrent alors en action, mais ils doivent procéder par étapes. C'est une priorité que le courant soit coupé pour que les pompiers puissent intervenir, surtout qu'apparemment ils interviennent avec de l'eau. Vous l'aurez compris, c'est une intervention dangereuse, car bien évidemment, l'eau est conductrice d'électricité. Ralph Ray, électricien, arrive sur les lieux. Sa mission est simple, couper le courant pour que les pompiers puissent travailler. Il connaît parfaitement son métier, cela fait 10 ans qu'il l'exerce. Mais ce jour-là, il va faire une erreur d'inattention. Lorsque ce technicien arrive, il voit un câble fumant au sol, donc il est bien évident que ce câble est sous tension. Donc il ne faut pas y toucher, et encore moins le manipuler pour le sectionner. Il faut couper le courant à sa source, donc au niveau du transformateur, et absolument pas en sectionnant ce câble, parce que là il prend un risque majeur. Mais le feu se propage de plus en plus vite. Alors dans la précipitation, Ralph commet l'irréparable. On le voit bien, c'est son coude qui va toucher le câble, là on le voit très bien là. Et c'est une mauvaise manipulation du technicien. La décharge qu'il prend, à mon avis, c'est une décharge de basse tension, donc du 380 volts. Pourtant, quelques secondes avant, Ralph avait saisi à pleine main ce câble, sans conséquence. Quand il le saisit, il ne reçoit pas de décharge parce qu'il avait mis son équipement, il avait bien mis ses gants isolants, il avait bien mis ses surgants. Et donc là, il ne reçoit pas de décharge, il est protégé au niveau de ses mains. Cette décharge transforme son corps en véritable circuit électrique humain, qui part du coude et ressort par les pieds. Le trajet de cette électricité va entraîner des dégâts internes, qui vont être des brûlures internes, brûlures qui vont concerner toutes les fibres neurologiques, toutes les fibres myocardiques et les fibres musculaires. Totalement choqué, Ralph va s'écrouler quelques mètres plus loin. Aujourd'hui, il ne réalise toujours pas qu'il ait pu survivre à une telle décharge.
J'ai senti le courant me passer dans tout le corps. Ça m'a remué très violemment. J'ai vu le film de ma vie défiler devant mes yeux. C'est comme si je mourais. Je me rappelle m'être dit que je ne pouvais pas mourir ainsi. Et j'ai demandé à Dieu de m'épargner. Prière exaucée. Aujourd'hui, Ralph peut profiter de la vie après son électrocution, ou plutôt son électrisation. On parle d'électrocution lors d'un arrêt cardio-respiratoire, la mort du patient due au passage du courant à travers le corps, qui est complètement différent de l'électrisation, qui est quelque chose de plus fréquent, qui correspond au passage du courant à travers le corps, mais sans entraîner de détresse vitale. Un jour, quelqu'un m'a dit que l'électricité était une force mystérieuse et très puissante. Et je me suis rendu compte que c'était vrai. Ralph aurait certainement préféré ne jamais le vérifier. Faire du jet ski impose une certaine prudence. Tête en l'air, s'abstenir. Vacances en famille au bord d'un lac pour Mike et Kim Mullen. Au programme, quotidiennement, des balades en bateau et des virées en jet ski. Mike maîtrise parfaitement cet engin, mais Kim, elle, a moins d'assurance. Filmé par la mère de Mike, installée sur leur hors-bord, le couple s'élance sur le plan d'eau. La caméra suit les évolutions de Kim. La jeune femme progresse à vive allure, soulevant des gerbes d'eau quand soudain... À près de 65 km/h, Kim vient de heurter de plein fouet le flanc droit de l'embarcation. Sous le choc, sa belle-mère a lâché sa caméra et celle-ci continue à tourner. Pendant de longues secondes, Kim ne réapparaît pas à la surface. Plus tard, en regardant l'épave du jet ski, tout le monde réalisera qu'elle a eu beaucoup de chance de sortir indemne de cet accident. Un accident dû à un instant d'inattention. Ils étaient derrière moi en train de me regarder. Alors j'ai voulu tourner devant eux et faire encore un tour. Mais en passant, j'ai relevé la tête et j'ai réalisé qu'ils étaient là. J'ai pensé soudainement que ça allait faire mal. Mais que s'est-il passé juste après le choc? Quelle a été sa première réaction? Lorsque j'ai plongé dans l'eau, j'ai tout de suite pensé à l'hélice du bateau qui pouvait me déchiqueter. J'ai alors nagé vers le fond, encore et encore. J'ai tout simplement nagé. Un réflexe salutaire qui lui a tout simplement sauvé la vie. Même pour une simple partie de pêche, il ne faut jamais négliger certaines règles de sécurité. Tout avait bien commencé pour cette sortie en mer au large des côtes de l'Alaska. John Dubois et son frère Robert, deux mordus de pêche, ont loué avec des amis un bateau pour une journée. C'était vraiment génial. Les poissons mordaient en quantité, on se faisait réellement plaisir. Sous l'objectif de leur caméra, ils exhibent fièrement leurs plus grosses prises avant de les remettre à l'eau. Il est maintenant l'heure de rentrer au port. Le capitaine du bateau a mis les moteurs en marche et il a commencé à faire demi-tour. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu un craquement incroyable. Il a tout de suite arrêté les moteurs et nous a demandé de sortir de la cabine. Et puis il a ouvert la trappe qui protégeait les moteurs et on a vu qu'il y avait de l'eau partout. La cale est envahie par l'eau, ce qui a provoqué un court-circuit. La radio est inutilisable. Heureusement, John a un téléphone portable avec lequel il espère joindre les secours. Mon frère a eu du mal à établir une communication et il a dû s'y reprendre à 5 ou 6 fois avant de parvenir à joindre quelqu'un. Enfin, il a eu le poste des gardes-côtes, mais on a eu peur qu'ils ne nous croient pas. Il fallait qu'on leur donne notre position exacte. Le bateau commence à s'enfoncer dans l'eau glaciale. Très vite, le capitaine installe ses 8 passagers dans un canot de sauvetage, malheureusement prévu uniquement pour 4 personnes. Le petit navire coule lentement sous les yeux des naufragés. Son capitaine s'accroche désespérément. À bord de l'embarcation de survie, le petit groupe transi de froid commence à s'inquiéter. 45 terribles minutes s'écoulent, jusqu'à ce qu'enfin l'avion des gardes-côtes surgisse à l'horizon. Grâce à une fusée de détresse, les secours les repèrent immédiatement et préviennent par radio un hélicoptère. Il va falloir maintenant aller très vite, car seule la proue du bateau de pêche émerge encore à la surface de l'eau. Sur leur radeau de fortune, les touristes sont soulagés et laissent éclater leur joie. Enfin, l'hélicoptère arrive au-dessus du naufrage. Tout de suite, un sauveteur descend à leur rencontre. À l'aide d'une nacelle, il va les remonter à bord de l'appareil un par un.
Quelques minutes plus tard, tout le monde est en sécurité. Il leur restera de cette mésaventure un film souvenir inoubliable. Lorsqu'on voyage en avion et que l'on confie ses bagages, on est bien loin d'imaginer que de tels débordements peuvent se produire. Ces images inhabituelles ont été filmées par le FBI. 1995, aéroport de Washington. Suite à de nombreuses plaintes de vol, le FBI a installé des caméras de surveillance dans la zone de fret. Très vite, les policiers vont constater qu'ils ont vu juste. Ces deux manutentionnaires se servent allègrement dans les bagages avant de les poser sur le tapis roulant. Vêtements, ordinateurs portables, appareils photo, les bagagistes ne reculent devant rien. Vous voyez, on voit très bien le bagagiste ici qui a ouvert la fermeture à glissière de ce bagage, fouille, cherche rapidement, caché par un autre bagagiste qui me paraît être obligatoirement complice, qui se livre à une fouille très rapide et un petit peu à la sauvette des bagages pour essayer de trouver à l'intérieur du bagage un objet de valeur qu'ils pourront subtiliser et glisser sous leurs vêtements. Les deux hommes n'ont qu'un quart d'heure pour accomplir leur larcin. C'est le temps maximum qui leur est imparti pour sortir les bagages des containers et les déposer sur le tapis. Mais comment de tels vols ont-ils pu se produire? Ces images sont particulièrement troublantes parce que dans tous les grands aéroports, le personnel qui accède à cette zone de tri des bagages est un personnel qui fait l'objet d'un laissez-passer établi par les services de police. Donc s'il y a des vols qui sont signalés à l'intérieur des bagages par des passagers, les recoupements seront très rapides. On sait très bien à quelle heure, sur quel vol ont été commis ces larcins. Et immédiatement, les bagagistes seront soupçonnés et il sera facile à ce moment-là au service de police d'appréhender les malfaiteurs. Mais ces deux bagagistes se sont laissés tenter. La zone n'étant habituellement pas surveillée par des caméras, ils se sont sentis invulnérables et ont pensé que les passagers des vols ne feraient pas le rapprochement entre leur voyage et la disparition de leurs affaires. C'était les sous-estimer puisque les plaintes de plus en plus nombreuses ont alerté le FBI. Il faut dire que sur leur lancée, les deux hommes volaient des objets de plus en plus gros, comme on peut le constater sur ces images. Pour tenter de réduire les risques de vol au minimum, les aéroports des grandes métropoles françaises prennent des mesures de sécurité de plus en plus draconiennes. Ici, nous sommes dans la zone de livraison des bagages. Les bagages passent sur ces tapis roulants pour accéder à travers un portillon en zone de livraison, de réception, où se trouvent les passagers qui vont donc récupérer leurs bagages. C'est une zone qui est interdite au public et où ne peuvent pénétrer, accéder que du personnel dûment habilité et porteur d'un laissez-passer. Contrairement à ce que l'on croit, les bagagistes ne sont pas employés par les aéroports, mais par des sociétés privées. Et pas question de pénétrer dans la zone sans laisser-passer. La demande de laissez-passer doit être établie par l'entreprise pour laquelle travaille la personne. Et ce sont les services de police qui établissent et délivrent ce laissez-passer après enquête sur la personne. Enquête sérieuse, puisqu'en France, pour être bagagiste, il faut avoir un casier judiciaire totalement vierge. Résultat, on ne recense que 2 cas de vol sur 1 million de bagages. Des statistiques plutôt encourageantes, qui pourraient pourtant être encore améliorées d'une façon très simple, en éduquant les passagers. Car si les bagages étaient tous munis d'un cadenas ou d'une clé, ce genre d'incident ne pourrait définitivement plus se produire. Dans cette nacelle déséquilibrée dans le vide, 2 laveurs de carreaux. Leur vie ne tient plus qu'à un fil. Nous sommes à Melbourne, la 2e ville australienne. De nombreux gratte-ciel s'élèvent dans l'ancienne capitale. Et c'est justement sur l'un d'eux, à 120 mètres au-dessus du sol, qu'une nacelle, avec à son bord 2 laveurs de carreaux, vient de se décrocher. Elle n'est plus retenue que par un simple câble. Sous les regards inquiets des employés de bureau de la tour et des badauds massés à son pied, la plateforme menace de s'écraser au sol. Une brigade de pompiers spécialement entraînée pour des sauvetages en altitude pénètre dans le building. Le capitaine Bill Rouse dirige les opérations. J'ai tout de suite remarqué qu'aucun des 2 hommes n'avait de harnais de sécurité et qu'il n'était pas attaché à la moindre corde. Si la nacelle penchait un peu plus, il risquait de tomber. Et à ce moment-là, elle était déjà sacrément inclinée. Sur le toit, les secours s'organisent. Dans la nacelle, Johnny Villani et Darren Matthews sont dans une situation critique. C'est alors qu'ils amorçaient leur descente que l'un des 2 câbles qui maintenait la plateforme s'est déroulé beaucoup plus rapidement que l'autre, déséquilibrant totalement l'engin. Pour les atteindre, Bill Rouse n'a pas d'autre choix que de descendre en rappel jusqu'à eux. Un exercice périlleux, à 190 mètres au-dessus du vide. La paroi de verre de la tour ne lui donne aucun point d'appui. Sur la partie la plus inclinée de la nacelle, Johnny Villani s'accroche désespérément. Au sommet de l'immeuble, le pompier Mark O'Connor garde un contact permanent par radio avec son confrère. Celui-ci est enfin parvenu à la hauteur des victimes et immédiatement, il constate que Johnny est totalement paniqué. Il décide donc de l'évacuer en premier. La difficulté, l'arnacher sans accentuer l'inclinaison de la nacelle.
Prudemment, il équipe l'homme, lui explique la marche à suivre et entame la descente. Dans quelques minutes, Johnny Villani sera totalement hors de danger. Mais il n'est pas prêt d'oublier ce moment difficile. D'autant plus difficile que c'était la première fois qu'il travaillait à une telle altitude. Ça a duré une éternité. J'ai l'impression d'être resté là-haut pendant un siècle. Mais une fois sécurisé, j'étais déjà plus rassuré. C'est maintenant au tour de Mark O'Connor d'intervenir pour aller chercher le coéquipier de Johnny. Et pour cela, il va suivre la même voie que son prédécesseur. Sur la plateforme, Darren Matthew est prisonnier depuis déjà 2 heures. Et pourtant, tout au long de cette épreuve, il a gardé un calme surprenant. Quand les pompiers sont arrivés, ça a été un vrai soulagement. Quand on est bloqué là-haut, on pense à des choses idiotes. Johnny, lui, était totalement choqué, mais c'est normal, il débutait. Il a été tout de même rassuré par la présence rapide des secours. Et il s'est calmé. Mais si Darren a très vite repris son métier, Johnny, lui, préfère désormais garder les pieds sur terre. C'est le meilleur ami qu'elle ait jamais eu. Oui, mais voilà, ce Bambi. Générale pour le sauvetage d'un noctambule un peu trop téméraire. Ces 20 pompiers anglais interviennent pour sauver un poney de concours. Flying Pepper Pops, c'est son nom, est tombé dans une fosse à purin en pleine nuit. Un vétérinaire les rejoint quelques minutes plus tard. Les secours ont déjà élaboré un plan d'action. La priorité, harnasser Flying Pepper Pops et le hisser hors de la fange à l'aide d'une grue. Bill Regan, présent lui aussi, nous explique le travail de ses confrères. Il faut avant tout découper le dessus de la structure, morceau par morceau, pour faire un trou suffisamment large pour pouvoir libérer le poney. Un poney qui a pu se retrouver à cet endroit protégé d'un accès difficile en franchissant les barrières qui l'isolaient. Attiré par l'herbe grasse qui poussait sur le toit de la fosse, il a sauté un obstacle très élevé à la grande surprise de ses propriétaires. La dernière poutre harnachée, les pompiers peuvent enfin soulever Flying Pepper Pops et l'extraire de son piège. Étonnamment, l'animal, malgré son inconfortable position, reste calme et sa chute ne semble lui avoir causé aucune blessure. Avec d'infinies précautions, la grue dépose le poney sur le sol. Tout de suite, Daniel et Allison, ses propriétaires, viennent le réconforter. Le vétérinaire constate que Flying Pepper Pops va très bien. Depuis, il a participé brillamment à de nombreux concours.